Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo que j'avais pas forcément prévue, mais du coup je me suis dit que ce serait intéressant de juste allumer le micro comme je le fais souvent sur des sessions de travail. Et on va se faire une vidéo un petit peu plus réflexion en direct et du coup je vais en faire aussi profiter toute la communauté, sachant que c'est un genre de travail que je fais moi-même régulièrement, de repasser les entreprises, d'étudier des classements, etc. Donc ce tableau c'est le classement des actifs par capitalisation boursière à travers le monde. On va passer un par un sur tous ceux qui apparaissent à l'écran parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment et la liste est longue. Et je vais vous donner un petit peu à chaque fois ce que j'en pense, mes réactions à chaud, j'ai certaines entreprises en portefeuille, et aussi est-ce que je pense qu'elles vont rester dans le classement ou est-ce que sur le long terme elles pourraient disparaître, sachant qu'évidemment sur le long terme, sur le très 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 long terme plutôt, toute entreprise est un jour appelée à bouger, à disparaître, à changer. Donc bien sûr que ça va changer, mais en parlant ici de 5 à 10 ans, qui est quand même un moyen début de long terme, je vais un petit peu vous partager mon avis, c'est tout l'intérêt de cette session de travail. D'ailleurs, il ne va pas se passer grand chose à l'écran, on va rester sur cette page, donc n'hésitez pas aussi sinon à l'écouter en mode podcast. Alors, tout d'abord, l'or, donc. On voit que c'est de très loin la plus grosse capitalisation et c'est un petit peu normal puisque pendant très longtemps et encore à ce jour, c'est utilisé comme une protection contre les monnaies fiduciaires et les événements inattendus. Pendant très longtemps, on a eu l'étalon or sur lesquels les monnaies s'adossaient et après, quand on a arrêté de les adosser à l'or ou d'ailleurs à d'autres actifs, eh bien, c'est devenu des monnaies fiduciaires. C'est un actif que j'apprécie, mais sur lequel je suis très prudent et j'ai une très faible exposition en pourcentage. Je l'apprécie en physique parce que pour moi c'est une assurance contre les événements inattendus et c'est une protection, comme je vous le disais, contre la destruction des monnaies. Mais ça reste une très faible partie de mon patrimoine parce que je ne le considère pas comme un outil pour aller faire grossir mon capital, mais c'est pour moi clairement de la conservation. Donc j'en ai assez peu parce qu'évidemment je veux obtenir du rendement sur mon portefeuille et sur mes actifs. Mais d'un point de vue du classement, je pense que ça restera très longtemps sur le podium et ce sera pas simple à détrôner. Cependant, on a un actif dans cette liste qui pourrait un jour aussi le rejoindre sur le podium. Ou alors aller à zéro. Et on en reviendra un petit peu plus tard, je pense que vous savez de quoi je parle. Ensuite, Nvidia. Alors, cette entreprise, elle est très très vite arrivée en numéro 2, sachant qu'il y a 2 ans, elle n'était pas du tout ici. Et en fait, cette entreprise, elle a surpris tout le monde avec l'explosion de la demande sur les produits, notamment pour le calcul en intelligence artificielle. On a une longue histoire avec Nvidia sur la chaîne, on l'avait acheté à un prix qui est 10 fois inférieur au prix actuel, et je l'avais vendu un petit peu trop tôt. Je l'avais vendu environ à la moitié de la hausse qu'elle a connue, j'ai pris mes gains, mais en fait, c'est qu'à l'époque, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, j'avais du mal à comprendre le marché futur, la demande qu'on va avoir sur ces cartes de calcul en intelligence artificielle. Et je confirme que encore à ce jour, c'est un marché que je pense très peu de personnes comprennent. Même chez Nvidia, à mon avis, la demande, ils ont du mal à l'estimer longtemps à l'avance. Donc si on est hors de Nvidia, je pense que si on arrive à analyser ce business, on est fort. Après, je veux jamais clairement le sous-estimer. Je pense qu'il va continuer à avoir énormément de demandes dans ce secteur, mais combien, je ne sais pas, et donc c'est pour ça que j'ai du mal à la valoriser. Ce qui après n'est pas forcément un gros problème, je suis du coup très bien exposé dessus au Nasdaq, comme vous vous en doutez, vu qu'elle est au Nasdaq, et je vois clairement sa capitalisation boursière continuer à s'apprécier. Est-ce qu'elle gagnera le top 2, le top 3? Ça a dur à dire, mais je pense pas spécialement que le titre soit survalorisé. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, quand je regarde la valorisation de certaines entreprises de la tech, il n'y a rien qui me choque. C'est les entreprises qui ont des performances absolument phénoménales. Et donc même si les valorisations sont élevées, et bien souvent elles arrivent à les justifier dans le temps. On va continuer avec Apple, et celle-ci c'est clairement un grand débat. Elle a été longtemps au numéro 1 des actions, sans compter l'or. D'un point de vue de la capitalisation boursière, aujourd'hui on voit qu'elle est numéro 2. C'est une entreprise que j'ai en portefeuille depuis 2019. De souvenir, plus de 80% de ma position, c'est de la plus-value latente. Donc, personnellement, pour l'instant, je la conserve, surtout que je n'ai pas forcément envie de me faire taxer si je venais à vendre. Mais sachez que je surveille l'entreprise de près, car l'innovation, clairement, a ralenti, en tout cas, c'est mon opinion, mais je ne veux pas les enterrer ou les sous-estimer de suite. Ils ont une position très forte chez les utilisateurs, ils sont bien placés pour de l'innovation, notamment sur le médical. Je pense qu'il y aurait des choses à faire, et puis même aussi ils ont peut-être des choses en stock auxquelles on ne pense pas encore. On se rappellera encore récemment de l'Apple Watch ou encore des AirPods qui ont quand même été des gros succès et tout le monde les a copiés ensuite.
Et de façon générale, cette entreprise, au-delà de l'innovation, elle a quand même une sacrée rétention au niveau de ses clients, c'est-à-dire que quand on casse son iPhone, généralement on retourne acheter un iPhone, etc. avec les ordinateurs. En plus, ils ont une stratégie de rachat d'actions massive grâce à leur flux de trésorerie disponible qui est énorme et qui soutient clairement le cours en bourse. C'est presque une prophétie autoréalisatrice. Mais voilà, ils ont d'un autre côté des difficultés en Chine. Et comme vous le savez, c'est mon avis que je partage depuis longtemps sur la chaîne. Je pense que les difficultés là-bas ne vont pas finir de sitôt. Et je le pense depuis longtemps, on en a déjà parlé. Donc on a un ralentissement sur l'innovation, ce qui fait que je surveille l'entreprise. Mais on a aussi des vrais points forts avec leurs produits, une rétention client, des marges sur flux de trésorerie absolument incroyables. Est-ce que je la vois se faire détrôner un jour de son top 3? Oui, je la vois se faire détrôner un jour, ça ne m'étonnerait pas sur 5 à 10 ans, mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais la vendre, parce que si je continue à avoir une bonne performance sur de toute façon pratiquement que des gains, eh bien j'ai pas trop de raison de la vendre du moment qu'elle ne me déçoit pas trop, et c'est d'ailleurs pour ça que je la regarde chaque trimestre, je la surveille de près, parce que si elle vient à me décevoir vraiment sur le long terme, dans ce cas-là je pourrais peut-être prendre une décision, mais à ce jour c'est clairement pas le cas. On va continuer avec Microsoft que j'ai aussi en portefeuille et je vais essayer d'accélérer sinon la vidéo va être longue. Mais bon, remarque, c'est pas grave, c'est plus en mode podcast et généralement sur ces sessions de travail, c'est vrai que je prends plus mon temps. Clairement, ils sont très très forts dans le monde de l'entreprise Microsoft. Ils sont très présents en B2B, donc en business to business, et ils sont un petit peu moins présents avec les clients particuliers. Quoique, il y a quand même le gaming et le cloud aussi un petit peu, mais donc voilà, ils sont très présents sur le cloud, sur les logiciels dans les entreprises. Ils se battent sur l'IA, ils investissent massivement, ils veulent pas rater le coche. Et cette entreprise, à chaque fois que j'en ai parlé sur la chaîne, ce que j'ai expliqué, et ça c'est ma thèse d'investissement, ils sont pas forcément très forts en innovation. Par contre, ils sont extrêmement forts à implémenter les innovations qui apparaissent, et ça, c'est leur force. C'est un peu les rois de la mise en pratique, ou comme on dit en anglais, de l'exécution, c'est-à-dire leur capacité à faire que les choses arrivent, à mettre les choses en place. Et je me rappelle, d'ailleurs, à l'époque, j'avais Slack en portefeuille. Slack s'était fait racheter par CRM, donc par Salesforce, tout simplement parce que la concurrence arrivait et il fallait de la force de frappe derrière, parce que eux, ils ont vu Slack et ils se sont dit, écoutez, on va créer Microsoft Teams, et on va le donner à tout le monde. De toute façon, tout le monde paye déjà 4-5 dollars par utilisateur, donc par employé dans les entreprises. Ils sont aussi allés concurrencer Zoom. Ils sont très très forts. Ils arrivent à prendre des parts de marché et même s'ils innovent pas forcément, ils sont extrêmement bons dans la mise en place, dans l'implémentation. Et même si à l'époque d'ailleurs ils ont eu des ratés, on se rappelle sur les téléphones notamment, et bien depuis qu'on a la nouvelle direction, ils ont quand même eu beaucoup de réussite aussi. Ils n'ont pas raté le passage au revenu récurrent. Avant, ils vendaient des logiciels avec un CD et on devait acheter chaque année le nouveau Excel, le nouveau Word, le nouveau PowerPoint. Et aujourd'hui, ils sont passés sur des modèles de revenus récurrents, de même avec le cloud, etc. Donc bravo à cette entreprise. Par contre, un petit peu cher sur le papier, comme Apple d'ailleurs, dans les plus grosses entreprises de la tech, c'est un peu pour moi les deux entreprises que je trouve le plus valorisées. On va pas se mentir, en tout cas c'est ma vision des choses, donc je vais pas me mentir à moi-même. Mais je conserve, je me vois pas la vendre du moment que je vois pas de points noirs. C'est un mastodonte, j'ai beaucoup de plus-value dessus, donc pourquoi aller la vendre? On passe ensuite à Amazon. C'est un titre dont j'ai encore parlé sur la chaîne récemment et que j'apprécie beaucoup, notamment le concept de la flywheel. C'est une entreprise qui est centrée sur le client au lieu d'essayer d'extraire chaque centime de leurs anciens clients et de vouloir optimiser le prochain trimestre. Et ça, c'est quelque chose dont je devrais peut-être plus parler sur la chaîne, mais personnellement, vous avez dû remarquer que je suis beaucoup dans des entreprises qui ont une vision très long terme et non pas des entreprises qui sont en train d'essayer d'optimiser le bénéfice par action pour le prochain trimestre afin d'obtenir leur bonus de direction, etc. J'aime les entreprises qui ont vraiment dans leur génétique le besoin d'aller faire du long terme, de ne pas optimiser le court terme. Et c'est le cas de cette entreprise. Les investissements massifs en logistique, l'effet de réseau et de plateforme, le fait qu'ils préfèrent que le client soit satisfait, et d'ailleurs ils ont un très gros service client et ça leur coûte de l'argent, mais les personnes ensuite ils reviennent, ils achètent encore, et ça fait que l'entreprise devient de plus en plus grosse. Bref, vous savez que c'est un business que j'apprécie, ils sont aussi extrêmement présents sur le cloud, ils commencent à se lancer dans la publicité, la logistique c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné chez eux, donc voilà, je le suis depuis longtemps sur la chaîne, c'est une entreprise qui est présente au Nasdaq, je suis très content d'exposer dessus. Bon, on va pas trop en parler dans cette vidéo, je l'ai évoqué il y a pas longtemps en vidéo, mais clairement elle a pour moi sa place dans ce classement et ça ne me choque pas du tout. Prochaine action Google que j'ai en portefeuille et ce que j'apprécie chez Google, c'est l'effet de réseau et cette énorme force de frappe qu'ils ont. Déjà, ils ont le moteur de recherche Google, ils ont YouTube
Ils ont le cloud, personnellement j'utilise leur cloud au quotidien pour faire les vidéos, etc. Et ils ont toutes les cartes en main sur l'intelligence artificielle et je pense qu'ils vont se battre. Et ça c'est sans parler des projets annexes comme Waymo, où ils ont quand même fait des choses assez impressionnantes sur la conduite autonome et beaucoup d'autres projets qu'ils ont en parallèle. Ça a beaucoup parlé d'informatique quantique récemment, ils travaillent aussi sur ces sujets. Après, c'est une entreprise que je surveille de près, car il ne faut pas qu'ils tombent dans le piège de se laisser aller et de perdre cet aspect innovation. C'est un business que je pourrais facilement voir tomber dans le piège qui peut aussi être un petit peu dangereux, comme on le disait par exemple pour Apple, et j'ai le sentiment qu'on a un petit peu d'asymétrie, de risque asymétrique dans ce business. C'est-à-dire que si ils arrivent à prendre les prochaines innovations, notamment en IA, on a un potentiel absolument époustouflant sur le business. Par contre, il y a plus de risques d'exécution, par exemple, que sur un Amazon. Je vois moins de risques d'exécution sur un Amazon. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de gains latents sur cette entreprise. Je ne me vois pas la vendre. Par contre, je la surveille à chaque trimestre pour vérifier qu'elle soit toujours en ligne avec mes attentes. Passons à Bitcoin, on sort des entreprises. Jusqu'à maintenant, on était sur les entreprises à part l'or, et là, on revient sur quelque chose qui n'est pas un business. Alors, vous le savez peut-être, même si c'est vrai que j'en ai rarement parlé sur la chaîne ces dernières années, que je me suis intéressé à ce secteur depuis mars 2020, et j'ai toujours eu une vision qui est que depuis que j'ai découvert cette technologie, je crois clairement dans cette technologie, et son adoption d'ailleurs gagne un petit peu plus chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, j'ai le sentiment que cette technologie est en train d'être adoptée par un petit peu plus de personnes et d'être un petit peu plus connue chaque jour. Il ne m'est jamais venu à l'esprit aussi d'en sortir. Je suis content d'y être exposé et d'ailleurs, comme vous le savez, j'en ai parlé en vidéo il y a peu, je m'expose aussi dessus maintenant via différents proxys en bourse. On en avait parlé en décembre et en janvier d'ailleurs sur la chaîne. Pour moi, sur le Bitcoin, il y a deux gros scénarios que je vois et on est sur l'asymétrie la plus totale. Je m'explique. Ça peut parfaitement partir à zéro. J'ai conscience des risques qu'on a dessus. Et d'ailleurs, c'est vrai sur toute entreprise. Toute entreprise peut faire faillite et partir à zéro. Je vous donnerai jamais aucun conseil en investissement. Il y a des risques de perte totale en capital. Donc soyez prudents. Par contre, si ça part pas à zéro, j'ai du mal à voir le Bitcoin plafonner. C'est-à-dire que dans sa conception intrinsèque, et ici je ne vais pas rentrer en détail sur comment fonctionne cette technologie, j'y m'y intéresse énormément, je m'étudie beaucoup dessus, mais bon, c'est pas du tout l'objectif de la chaîne que de parler de comment fonctionnent les cryptos. Vous avez des chaînes sur YouTube qui sont bien plus douées que moi là-dessus, mais personnellement j'ai mes convictions. Bref, je reviens à ce que je disais. Le potentiel à la hausse, je ne vois pas spécialement de limite parce qu'en fait, on est sur de l'offre et de la demande et sur de l'adoption par un marché, mais on n'est pas comme sur une entreprise avec des revenus. On a évidemment pour moi de l'utilité intrinsèque au Bitcoin, mais on est bien plus proche d'une réserve de valeur et surtout d'une assurance contre les monnaies fiduciaires que d'un actif qui produit du cash flow clairement. Donc voilà, je vois un très fort risque asymétrique, je m'y expose de façon raisonnable, je conserve un pourcentage de mon patrimoine dessus qui n'est pas trop élevé ni trop bas non plus par rapport à mes convictions. Et de toute façon, l'actif s'est tellement apprécié par rapport à 2020 qu'il est difficile pour moi de venir mettre beaucoup plus au quotidien pour ne pas que ça pèse trop dans le patrimoine. On passe à la prochaine ligne, Saudi Aramco, donc entreprise qui est dans le secteur des matières premières, ici en grande partie évidemment le pétrole. Et sur ces entreprises, le résultat de l'entreprise est vraiment lié au cours du pétrole. De façon générale, vous l'avez peut-être remarqué dans le temps, je ne suis pas vraiment intéressé par toutes les entreprises qui sont liées aux matières premières. Ce qui m'embête dans ce secteur, c'est que je n'ai pas vraiment une capacité et j'ai pas les compétences pour aller déterminer où sera le prix de telle ou telle matière première dans le futur et aussi au quotidien. Donc forcément, c'est pas trop des entreprises qui m'intéressent. Cependant, je ne suis pas du tout choqué qu'elle soit dans cette liste, puisque c'est un des leaders dans son secteur. On a une très forte demande en pétrole à travers le monde, et je ne pense pas que sur le court terme, ça va s'arrêter. On en a encore besoin. Même si, je tiens à le préciser, je pense que aussi bien Saudi Aramco que Total, etc., ce sont des entreprises qui ont aussi des choses à faire en se dirigeant vers le renouvelable pour se diversifier, notamment parce qu'on a un réacteur à fusion nucléaire dans le ciel, et vous savez que la technologie du solaire, je pense, pour moi, a clairement sa place dans le futur dans la production d'électricité, et donc à voir si c'est un tournant qui serait capable de prendre, mais vu que je n'ai jamais étudié sérieusement cette entreprise, j'ai pas passé beaucoup de temps à l'analyser, je ne vais pas non plus beaucoup plus m'exprimer dessus. Ensuite, l'argent. Alors là, j'ai un petit peu moins d'avis que sur l'or. Ça reste une matière première, semi-précieuse, mais qui est aussi énormément utilisée dans l'industrie. L'argent a aussi été utilisé pour fabriquer des pièces de monnaie à l'époque, puisque justement on essayait d'adosser les monnaies à des matières, donc de l'or, de l'argent, et ça a été en circulation pendant assez longtemps.
Après, d'un point de vue pratique, pour conserver de la valeur, l'argent par rapport à l'or, le problème c'est que ça va peser assez lourd assez vite, puisque ça a quand même beaucoup moins de valeur au gramme que l'or, et donc je vois pas trop l'argent comme un outil pour s'assurer contre les monnaies fiduciaires, et c'est pour ça que je m'y suis jamais exposé personnellement. Est-ce que ça restera dans le top 10? Pourquoi pas, parce que ça reste un très gros marché, comme le pétrole et comme l'or d'ailleurs, mais est-ce que ça pourrait aussi sortir? Oui, assez facilement. Au final, je ramène l'argent à une matière première qui a une utilité dans l'industrie, aussi une utilité en tant que matériau précieux, même si c'est moins vrai que l'or. Et donc même si je n'y suis pas exposé, c'est pas quelque chose qui me choque, je le traite en tant que tel, une matière première. On va passer à Meta, anciennement Facebook. Alors Meta, c'est des milliards d'utilisateurs actifs régulièrement en mensuel et en journalier. C'est vraiment des chiffres impressionnants. On a Instagram qui est un petit peu à son apogée, Facebook qui est toujours utilisé même si c'est plus le fleuron de l'entreprise, et on a WhatsApp qui monte en puissance, notamment avec WhatsApp Business. Je suis en train de regarder un petit peu comment ça fonctionne et je suis assez impressionné par l'outil. Ils ont aussi une présence en intelligence artificielle, ils font tout pour ne pas rater le train. Déjà, ils n'ont pas le choix avec les algorithmes, notamment pour les réels, et ils essaient aussi de faire du hardware. On sait qu'ils travaillent sur des lunettes notamment et sur beaucoup de matériel physique. Meta, c'est un business qu'on avait pas mal acheté sur la chaîne à l'époque quand il était vraiment bradé. Rappelez-vous des peurs qu'on avait sur le métaverse, le patron était devenu fou, etc. Et j'avais le sentiment que c'était du court terme. Même si on ne va pas se mentir, il y avait des choses que je n'aimais pas trop au niveau de la direction, notamment le fait qu'il y avait des prises de position, aussi le métaverse, etc. Donc voilà, il y avait des choses qui me plaisaient pas trop, mais bon, l'entreprise était vraiment sous-évaluée, on a été pas mal à l'acheter. Aujourd'hui, je l'ai peu en portefeuille parce qu'à l'époque, je construisais aussi des grosses positions sur Google, etc. Rappelez-vous, c'était la période où on achetait pas mal d'entreprises parce que justement, il y avait beaucoup de peur sur les marchés. Et un petit peu comme à la Google, je vois aussi énormément de potentiel sur le business, mais un petit peu de risque au niveau de la mise en pratique, de l'exécution, comme je le dis à chaque fois. Et je pense que ça se ressent dans la valorisation, parce que quand vous regardez les valorisations actuelles de Google et de Meta, clairement, je ne les trouve pas si élevées que ça par rapport au potentiel. Et je pense que c'est parce que justement, il y a aussi un petit peu de risque qui est mis dans cette valorisation. Après, je suis toujours exposé dessus par rapport au Nasdaq, ça reste une très belle entreprise de la Big Tech, et de façon générale, je tiens à le dire, les valorisations, toutes les entreprises qui sont dans le top du Nasdaq, à part peut-être Apple et Microsoft qui sont un petit peu plus chères, mais quand je vois les Nvidia, Amazon, Google, Meta, Tesla, on va en parler après, etc., les valorisations, elles ne m'impressionnent pas du tout, et honnêtement, quand je vois certains secteurs dans le S&P 500, eux, ils me font très 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 peur à l'inverse. Pour ne pas les nommer, les assurances, les pharmacies, les banques, ou de façon générale, toutes les vieilles entreprises qui pensent très court terme, qui sont là à essayer de gratter chaque centime dans les clients qui leur restent, même si leurs clients diminuent. Je suis clairement beaucoup plus inquiet sur la capacité de pas mal de grandes entreprises à continuer leur croissance et à réussir à ne pas se faire disrupter que certaines entreprises qui sont dans le top actuellement. Et comme vous le savez, je dis souvent que je n'ai pas envie de parier contre les gagnants qui peuvent largement continuer à gagner sur le moyen terme. Évidemment, sur le très long terme, toute entreprise est appelée à disparaître si vous regardez sur des centaines d'années. Mais ici, on fait du moyen long terme, puisque évidemment, on parle sur l'échelle d'un investisseur, donc 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et il y a certains gagnants que je vois largement continuer à gagner. Et à l'inverse, je vois beaucoup d'entreprises qui m'inquiètent énormément dans les secteurs notamment que je vous citais auparavant. On va passer à Tesla. Alors Tesla, c'est une entreprise, comme vous le savez, que j'ai souvent évoquée sur la chaîne. Je vois un vrai potentiel dans ce business. On l'a beaucoup acheté quand personne n'en voulait en 2022, 2023 et même, rappelez-vous, début 2024, à l'époque j'avais pris aussi une option dessus. Et c'est une entreprise sur laquelle je vois vraiment des risques asymétriques. Là pour le coup, on s'attaque à beaucoup de disruptions de nombreux secteurs s'ils arrivent à atteindre leurs objectifs, et je pense qu'ils en sont capables parce qu'ils ont quand même beaucoup d'employés qui jusqu'à maintenant ont fait des choses assez impressionnantes, et ça se retrouve dans la valorisation. Eh bien, je vois un vrai risque asymétrique à la hausse, et c'est pour ça que je suis exposé sur cette entreprise d'ailleurs. Pour moi, Tesla, c'est se positionner sur l'avenir de nombreux secteurs, avec tous les risques intrinsèques, comme je vous le disais, à toute innovation ou disruption. Un business, quand il essaie de changer les choses, évidemment, qui prend plus de risques qu'un business qui n'essaie pas de changer les choses. Mais je vais vous citer ici quelques innovations qui font que je suis positionné sur l'entreprise. On est sur l'un des leaders dans le secteur des véhicules électriques, secteur auquel je crois
beaucoup. J'en ai déjà parlé à l'époque d'un point de vue industriel, fabriquer des batteries contre fabriquer des moteurs, le fait qu'on soit bien plus proche d'un consumer électronique, donc la fabrication d'un téléphone, que de la fabrication industrielle, par exemple d'une voiture. Je sais que quand je dis ça, ça peut paraître bizarre, mais d'un point de vue industriel, on s'en rapproche de plus en plus, notamment quand on est sur des moteurs électriques et des batteries. Un système de production et de distribution mondiale et intégré verticalement, c'est bien plus une entreprise qui fabrique en interne plutôt qu'un simple assembleur de voitures comme peut le faire beaucoup la concurrence. Une efficacité sur leur système de production et des économies d'échelle du coup, vu qu'ils sont intégrés verticalement, un développement de la conduite autonome où ils sont un petit peu seuls contre tous avec leur vision only et avec une attaque en end-to-end neural net. Donc en gros, ils ont pris le chemin inverse des autres qui ont mis des capteurs dans tous les sens, etc. Eux, ils ont dit on met des caméras puisque les humains, on a des yeux, et on met en face un réseau de neurones pour faire ce que fait le cerveau humain, en tout cas essayer de faire pareil, et ils sont un petit peu seuls contre tous dans leur approche. Et l'avenir nous dira s'ils ont eu raison. C'est mon avis. Et d'ailleurs, Nvidia en a parlé récemment et Nvidia commence à avoir un petit peu le même avis. Donc voilà, clairement aussi, ils ont des données assez exclusives sur la conduite autonome. Ça fait de nombreuses années qu'ils ont mis, entre guillemets, comme j'aime le dire, un cheval de Troie sur les routes. Ils ont des voitures qui sont achetées par des clients, ils ont mis des caméras, ils récoltent toutes les données, ils récoltent les données des gens qui conduisent pour eux. Donc au lieu de payer des employés pour aller entraîner les voitures, eh ben, c'est leurs clients qui depuis maintenant de nombreuses années roulent dans des voitures qu'ils ont eux-mêmes payées et les données sont récupérées. Je trouve ce cheval de Troie absolument incroyable. Ils font aussi de l'argent sur la vente des logiciels, ils font des mises à jour régulières de leur logiciel, ce qui plaît énormément aux clients puisqu'il a un véhicule qui évolue dans le temps. Ils ont un réseau propriétaire de superchargeurs, ils ont un très bon réseau de recharge qui d'ailleurs est maintenant ouvert à la concurrence, à tel point que le chargeur physique que l'on rentre dans la voiture est devenu le standard aux États-Unis. Ils ont ouvert, comme je vous le disais, le réseau à d'autres marques, ils ont des technologies de recharge rapide assez impressionnantes par rapport à la concurrence, même si certains commencent à y arriver enfin. Ils sont aussi évidemment dans le stockage d'énergie et ça vous savez que c'est un secteur que j'apprécie beaucoup puisque j'apprécie le solaire, je pense que le solaire fait partie de la solution du futur, mais quand il n'y a pas de soleil, eh bien il faut quand même de l'énergie et donc il faut stocker cette énergie. Et ils ont les Powerwall, les Powerpack et les Megapack. Et c'est un marché en très forte croissance. Ils sont aussi dans le marché du solaire avec les panneaux solaires et les tuiles solaires, et ils sont en train de travailler sur la synergie complète entre le véhicule, qui peut aussi agir comme une batterie quand il est garé à la maison, les batteries dans les maisons, et mettre les maisons elles-mêmes en production d'énergie avec du solaire. Et ça, c'est un écosystème que j'apprécie beaucoup, vous le savez si vous suivez la chaîne. On a aussi des avantages concurrentiels avec la R&D et une agilité absolument phénoménale. Cette entreprise va très vite. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi le cas dans d'autres entreprises de la tech. Quand vous voyez à quel point Meta a réagi rapidement quand TikTok est arrivé, quand vous voyez comment Google est en train de réagir en sortant tout ce qu'ils ont sur l'IA dès que OpenAI avec ChatGPT est arrivé, Microsoft aussi qui réagit rapidement, globalement, c'est les entreprises qui sont extrêmement agiles. La bureaucratie n'est pas là à les ralentir. Je vois aussi arriver clairement l'assurance chez eux. Je pense qu'il y aura des revenus là-dessus et je pense que ça va faire très mal aux assureurs automobiles. Et enfin, diversification des sources de revenus. Au final, sur cette entreprise, je pense que la vente de voitures pèsera de moins en moins. Et si on essaie de valoriser cette entreprise juste avec les voitures, on a du mal à comprendre la valorisation. Par contre, si on commence à regarder un petit peu plus loin, évidemment, il y a des risques de mise en place. C'est pas certain qu'ils y arrivent. Mais si on regarde un petit peu plus loin, la valorisation choque beaucoup moins. Et donc oui, je peux largement imaginer Tesla monter beaucoup plus haut dans cette liste sur le moyen terme. Je suis investi dessus et c'est évidemment ma thèse d'investissement que je vous partage ici. Ce n'est en aucun cas du conseil. On va finir cette vidéo avec Taiwan Semiconductor. Alors, on va aller assez vite sur cette entreprise. Globalement, c'est le leader mondial dans la production de puces électroniques, notamment celles qui sont quand même assez avancées techniquement. Leurs plus gros clients, c'est Nvidia, c'est Apple, c'est AMD, etc. Et ils soutiennent clairement une économie énorme. Et s'ils n'étaient pas là, ce serait très difficile pour nous de communiquer en ce moment sur YouTube. Ils sont clairement à la base de tout ça. Et encore plus à la base de ça, vous avez notamment ASML, qui est d'ailleurs une très très belle entreprise européenne dont on a souvent parlé sur la chaîne. Mais voilà, on est clairement sur toute une chaîne de valeur extrêmement importante pour le monde, pour l'intelligence artificielle, l'informatique, nos téléphones, etc. Beaucoup de choses reposent sur eux. Il y a de la concurrence, on a d'autres industriels, aussi bien américains, coréens. Vous avez en Europe d'ailleurs aussi ST Microelectronics, Intel aux États-Unis,
etc. Mais ça reste les numéros 1. Cette entreprise, je tiens à préciser, elle a un sacré contexte géopolitique puisqu'ils sont en très grande partie basés à Taïwan et il y a des tensions là-bas. On n'est pas là pour faire de la politique, mais ça existe et c'est une entreprise qui a beaucoup d'ailleurs souffert de tout le narratif qu'on avait autour de ces risques géopolitiques. C'est pas une entreprise que je vais moi-même aller posséder ou analyser parce que tout ce qui est Asie, j'ai quand même du mal à comprendre la culture. Je sais que je ne comprends pas y ayant passé plusieurs années, donc je reste assez prudent sur ces secteurs. Par contre, magnifique entreprise, si on y est exposé via des ETF, tant mieux. Et clairement, le monde s'appuie sur eux. Je sais qu'ils se diversifient aussi en ouvrant des usines, notamment aux États-Unis, donc rien à dire, très belle entreprise. Et je comprends qu'elle apparaisse sur cet écran. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est des sessions de travail que je me fais régulièrement à titre personnel, des fois aussi je les enregistre pour le programme, et quand je vois des sujets assez intéressants et qui je pense peuvent clairement être utiles pour toute la communauté sur YouTube, j'hésiterai pas à refaire ce genre de vidéos, plus en mode podcast évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode, surtout que je vais être de plus en plus disponible parce que j'avais un gros travail de fond dont je parlerai certainement dans quelques semaines sur la chaîne, notamment avec la création d'un nouveau module sur les options pour le programme. Bref, j'en parlerai plus tard, c'est pas la vidéo, mais bon voilà, c'est fait. Et donc je vais avoir pas mal de temps à reconsacrer à YouTube, sachant que là j'ai eu un mois de travail, du coup la rentrée depuis début janvier extrêmement intense. Et je me suis dit, tu sais quoi, t'as abattu tellement de travail que let's go faire une petite vidéo ce vendredi, parce que je trouvais la thématique super intéressante ce matin quand je suis tombé sur ce classement. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode et je vous souhaite une excellente journée, à très vite.